BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois Julien Denormandie, ancien ministre de l'Agriculture, ancien ministre aussi du Logement. Bonsoir Julien Denormandie. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous publiez Nourrir sans dévasser, un livre que vous avez coécrit avec l'académicien Éric Orsena, qu'on connaît bien aussi ici, et c'est publié chez Flammarion. Beaucoup de questions à vous poser, évidemment sur votre livre, parce que vous essayez de trouver la martingale, pas sûr que vous l'ayez trouvé, mais on va en discuter, parce que vous avez un peu parcouru le monde pour expliquer pourquoi c'est possible, mais pourquoi c'est très compliqué. Et justement, on parlera d'actualité. J'ai d'abord une petite question à vous poser, Julien Denormandie. Chaque fois qu'il y a un remaniement, on dit Julien Denormandie va être Premier ministre, il va remplacer Alexis Kohler, qui est même très important auprès d'Emmanuel Macron. On connaît vos liens, évidemment, avec le président de la République. Mais c'est quoi votre potion magique? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est toujours votre nom qui revient, alors qu'après tout, vous n'êtes pas très connu auprès des Français? Écoutez, merci, votre remarque me touche. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas trop mal fait mon travail lorsque j'étais au gouvernement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je fais partie de ceux qui considèrent que être engagé politiquement, c'est absolument magnifique. J'ai eu énormément de plaisir, d'honneur à être ministre du Logement, vous l'avez dit, et puis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Mais je crois qu'il est très important dans une vie, singulièrement quand vous vous engagez en politique, d'avoir une expérience dans le privé, d'avoir une expérience en dehors de la sphère politique, de ne jamais dépendre de la politique. Et c'est le choix que j'ai fait. En plus vous êtes toujours start-upper ou pas? Parce que, oui, je travaille dans une formidable entreprise qui s'appelle Sweep, qui permet aux entreprises de se décarboner. Qui permet aux entreprises de faire face aux nouvelles réglementations comme la CSRD, un nom très compliqué, mais ceux qui nous écoutent et qui sont concernés le voient bien. Et puis je conseille un fonds d'investissement à impact qui s'appelle Raise. Donc je suis très engagé dans le climat, l'ESG et dans la finance à impact. Bref, c'est une forme d'intérêt général que de travailler sur ces sujets et je pense qu'on peut trouver dans le privé. Et c'est bien. Là aussi, quand même, quelques questions un peu en rafale. Il y a, je crois que c'est une enquête de nos confrères de l'Humanité qui dit qu'il y a un ministre sur deux qui est millionnaire. Est-ce que lorsqu'on reprend les critiques... Alors, ce n'est pas mon cas. Oui, non, mais vous n'êtes plus ministre, enfin, sauf si vous êtes en train de donner un scoop. Mais lorsque vous voyez les critiques qu'a apporté François Bayrou pour expliquer pourquoi il n'irait pas, lui, au gouvernement, etc., il a dit c'est que des Parisiens, personne ne vient du terroir et du sud de la France. Est-ce que c'est pas un peu un gouvernement hors sol? En tout cas, ce qui est sûr, je connais très très bien François Bayrou, avec qui j'échange régulièrement et dont je suis très proche. Ce qui est sûr, et c'est l'expérience que j'ai pu avoir en tant que ministre de l'Agriculture et ministre du Logement, c'est que l'une des principales craintes que nous devons tous avoir en tête, c'est cette forme de clivage entre d'un côté nos territoires et de l'autre côté. Ben oui, mais on y est. Et ce clivage, moi j'ai eu la possibilité de le voir quand j'étais en charge du logement, avec les effets de la métropolisation, en charge de l'agriculture, avec toutes nos ruralités. Et je peux vous dire qu'on le sous-estime très souvent, trop souvent. Et qu'aujourd'hui, toute politique publique, elle doit être prise à l'aune de cette réduction de ce clivage. Et je crois que c'est essentiel parce que sinon on va créer... Ah oui, mais regardez le gouvernement, à ce moment-là, ils sont complètement trompés. Enfin, Gabriel Attal, le président, s'est complètement trompé parce que c'est que des gens, soit qui sortent de l'école alsacienne, soit qui sortent... Enfin, ce qui est très bien aussi, hein, je veux dire, mais... Je pense que vous êtes sévère. Et puis, de toute manière, il y a un principe dans la vie. Il ne faut pas juger ce que sont les personnes, il faut juger ce que font les personnes. Peu importe d'où ils viennent, si à la fin des fins, ça permet de réduire ces clivages, on aura tous gagné. Mais je crois qu'il est très important d'entendre, on l'a vécu au moment des Gilets jaunes, j'étais à ce moment-là au gouvernement, récemment avec la crise agricole, je crois qu'il faut... Vous avez joué un rôle important, c'est pour ça qu'on va en parler, bien sûr. Toutes celles et ceux qui vous disent mais en fait ils nous comprennent plus, en fait ils prennent des décisions mais nous sur les territoires on les vit pas comme cela, voire parfois on les vit très mal parce qu'on a l'impression que nous sommes les oubliés et moi je me suis toujours battu contre ça en faveur de nos territoires et c'est essentiel parce que c'est probablement
l'un des risques les plus forts auxquels notre pays est. Oui, mais est-ce que vous avez vraiment le sentiment que ce Macron 2, ce deuxième gouvernement répond à ce que vous décrivez, Julien de Normandie? Vous avez plein de personnes qui viennent des territoires qui ont des expériences. Après, encore une fois, ne jugeons pas sur les CV, ne jugeons pas sur les origines, jugeons sur ce que font. Ce qu'ils vont faire, vous avez raison, mais oui. Et c'est vrai qu'on peut être un peu inquiet. Alors, il y a le salon de l'agriculture, il y a eu la crise des agriculteurs, où on dit beaucoup, vous avez murmuré à l'oreille du président ou des uns et des autres. En tous les cas, vous avez joué le rôle d'intermédiaire. On voit que la pression, ça y est, elle commence à être de nouveau très forte. Le président de la FNSEA a dit clairement qu'il fallait absolument des décisions avant le salon de l'agriculture. Idem du côté de la Confédération des jeunes agriculteurs. Est-ce que vous dites attention, alerte rouge de nouveau? Il faut qu'il y ait des décisions, celles qui ont été annoncées, il faut qu'ils puissent les voir. Vous savez, le monde agricole que je connais bien, du fait de mes origines, du fait de mes racines territoriales, du fait de mon passé de ministre, le monde agricole, il a un principe, c'est la confiance. Il met beaucoup de temps à accorder sa confiance, et la confiance, elle repose sur quand vous prenez un engagement, il doit être tenu. Et je crois que ce qu'ont rappelé des leaders syndicaux dernièrement, c'est le gouvernement a pris des engagements. Si on veut continuer à travailler en confiance, il faut que ces engagements soient tenus. Et ces engagements, lorsqu'ils ont été pris, une partie d'entre eux, pas tous, mais une partie d'entre eux, ont un calendrier qui est le salon d'agriculture. Ouais. Et donc, 24 février avec l'ouverture. Le 24 février, donc il reste 10 jours. Et hier, une partie du monde agricole, et le monde agricole s'est rappelé au bon souvenir des responsables en disant il faut que ces engagements soient tenus parce que nous sommes... Un secteur où la confiance est extrêmement important et si les engagements ne sont pas tenus, comment voulez-vous qu'il y ait cette confiance? Donc là, vous dites au gouvernement, il faut tenir. Il faut tenir. Alors tout n'est pas tenable tout de suite, non, évidemment. Mais là aussi, le monde agricole le sait bien. Il y a certains engagements qui ont été pris avec l'horizon de temps, le pas de temps qui est le salon d'agriculture. D'autres qui sont plus longs et tout le monde peut le comprendre parce que ce sont des lois. D'autres parfois plus longs aussi parce que ce sont des négociations à Bruxelles. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, quand le monde paysan est ce monde où vous vous serrez la main en disant on s'est mis d'accord, donc il faut y aller. Et je crois que c'était ça le Et rappel. Là, vous dites... parce que pour l'instant, rien n'est sorti. Alors, ils sont reçus demain par Gabriel Attal à Matignon. Et puis, j'ai toute confiance de part et d'autre. Vous dites que j'ai murmuré en fait, à l'oreille des uns et des autres. Plus que ça, c'est plutôt, je crois avoir la confiance du monde agricole et la confiance du gouvernement. Et je pense que aujourd'hui, j'ai tout autant la confiance dans le fait que le monde agricole va continuer à mettre la pression pour que les engagements pris soient tenus et également confiance dans le fait que le gouvernement va délivrer les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis du monde agricole. En tout cas, c'est comme ça la relation de confiance et c'est comme ça qu'il faut aller. Quels sont les 2-3 points, les 2-3 mesures qui sont prenables en 10 jours ? Un point, moi, qui me tient énormément à cœur, parce que j'étais à l'origine de cette loi Egalim, c'est les relations commerciales, la pression qu'il faut mettre. Vous savez, ces relations commerciales, c'est comme tout dans la vie. Quand vous avez un mariage à 3, généralement, ça se finit mal. Et donc, vous avez la grande distribution, les industriels et les agriculteurs. On connaît bien ici, oui. Et sujet que vous connaissez par cœur ici, il faut absolument, c'est un rapport de force, il faut absolument que tout le monde rentre dans ce rapport de force, que les contrôles soient faits, que les mauvais comportements soient punis, que les sanctions soient prises. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce qui est si très important... Si vous aviez, alors j'aime pas ce mot-là, donc je vais essayer d'en trouver un autre, mais enfin c'est pratique, comme on a peu de temps toujours, dénoncer le rôle des uns et des autres, parce qu'on a toujours du mal à savoir, dans ce triangle des Bermudes, en fait, qui est coupable, parce qu'il y a une situation... Oui, non, il ne faut pas désigner qui est coupable, mais est-ce que c'est un Lactalis? Est-ce que c'est l'industrie agroalimentaire? Est-ce que c'est la grande distribution? Vous en parlez dans votre livre, exactement, ça fait un lien avec ce que j'indique dans le livre. Vous avez parfois des comportements qui sont inacceptables. Le livre que Nourrir sans dévaster, qui est un voyage, qui essaye de montrer comment on peut répondre à cette question essentielle pour nos sociétés, c'est-à-dire de produire tout en protégeant. Et dans ce livre, dans ce voyage, on va des plaines du Cantal, en Eure-et-Loire, en passant en Vendée, en Égypte, en Ukraine, au Brésil, en Égypte, en Chine, on voit bien que le monde agricole fait face à des contradictions, fait face parfois à des injonctions contradictoires. Et
parfois fait face à des comportements qui sont non acceptables. Un exemple pour répondre à votre question précisément. On voit bien que dans notre société, on a un lien avec l'alimentation qui se délite. On voit bien que dans notre société, la valeur de l'alimentation, elle est de moins en moins importante. Oui, pardon, vous dites juste, vous citez dans votre livre, c'est qu'aujourd'hui les architectes, par exemple aux États-Unis, il y a quasiment plus de cuisine. Avant, c'était les toilettes qu'on mettait au fond de l'appartement. Maintenant, c'est la cuisine où on la met dehors. Quoi. Même aux États-Unis, on voit aujourd'hui des appartements qui sont vendus sans cuisine, parce qu'on va se faire livrer l'alimentation. Et donc, on voit que ce lien se délite. Pour recréer ce lien, parce que ce livre, c'était un appel à cette réconciliation en disant tous ces sujets fort complexes qu'on découvre petit à petit en lisant, il faut réconcilier nos agricultures avec notre société. L'un des éléments essentiels, c'est de savoir d'où viennent nos produits. Si vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne pouvez pas créer ce lien. Or, il y a une entreprise, pour ne pas la citer, Lactalis, qui, quand j'étais ministre, a réussi, et j'ai perdu contre elle, j'ai perdu en justice, a réussi de justice européenne, à faire en sorte que l'origine du lait sur les briques de lait n'est plus obligatoirement à être renseignée. Bah là, le ciel nous tombe sur la tête. Quand ce sont les propres entreprises françaises, en l'occurrence cette entreprise, qui va en justice pour dire « moi, je n'ai pas envie d'indiquer d'où vient le lait sur les briques de lait », c'est un énorme problème. Et donc, voilà, ça c'est un exemple très mais c'est pour ça que je citais aussi l'industrie alimentaire, parce que vous parlez du mets favori du président qui s'appelle le cordon bleu, mais vous allez dans un supermarché en Eure-et-Loire, et puis vous regardez la composition de ces fameux poulets cordon bleu, c'est à vous dresser la tête. Enfin, vous ne voulez plus en manger, à supposer que vous, exactement, vous le vouliez. Ce livre, donc, qui est un voyage, il est rempli d'histoires. Et de chiffres et de données. C'est très intéressant. Contemporaines, parfois plus anciennes. L'histoire du cordon bleu est fascinante. Songez que jusqu'en 1802, le cordon bleu était la plus belle des distinctions honorifiques. Ça n'est que sous Napoléon Bonaparte et la création de la Légion d'honneur que nous avons arrêté cette distinction qui est le cordon bleu. Aujourd'hui, le cordon bleu, normalement, il faudrait 5 aliments pour le composer. Ils sont composés de manière industrielle de plus de 30 aliments, dont beaucoup d'additifs. Songez que la publicité, vous vous souvenez du père Dodu et du loup de Tex Avery. Cette publicité, le loup de Tex Avery, commençait par « pour ne plus avoir à perdre du temps avec la cuisine traditionnelle ». C'était pas il y a 70 ans, c'était il y a une trentaine d'années, je m'en souviens, j'étais enfant. Voilà. Et ben ça, c'est des exemples qui montrent à quel point on perd cette relation avec l'alimentation, avec les aliments. Et si vous perdez cette relation-là, de facto, vous perdez une relation avec ce que nous sommes. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Vous connaissez cet adage. Nous perdons une relation avec nos agriculteurs. Comment voulez-vous que nous ayons cette reconnaissance pour les agriculteurs si nous perdons ce lien? Alors, il y a un autre exemple, mais parce que vous en parlez souvent là, dans les interviews que vous avez eues, mais parce qu'il est intéressant. Vous dites qu'on est en train de devenir la société du steak haché, avec les conséquences que ça peut avoir, le fait de pas mâcher. Mais ça se voit. Comment vous expliquez qu'on en est arrivé là? Parce que cette valeur à l'alimentation, on l'a perdue au fur et à mesure. Alors après, ce qui est très compliqué, c'est que quand vous prenez la part que chacun d'entre nous consacrons au budget alimentaire, depuis plusieurs décennies, elle s'est réduite, elle a été même divisée par 2 en environ 30 ans. Là où c'est très compliqué, c'est qu'évidemment, pourquoi cette part a diminué? Parce qu'on a eu cette perte vis-à-vis de la valeur de l'alimentation, mais aussi parce qu'on a d'autres postes qui ont augmenté, au premier rang desquels le logement qui a explosé dans la facture des ménages. En revanche, là où il y a une erreur fondamentale qui a été faite, et parfois une erreur politique qui a pu être faite, c'est de faire croire aux Français que leur pouvoir d'achat pouvait être financé par le revenu des agriculteurs. Vous dites s'alimenter, c'est vital, mais encore faut-il le pouvoir. Et que là, vous avez des chiffres qui montrent que c'est compliqué pour certains. Mais il ne faut pas faire croire que le pouvoir d'achat alimentaire des Français, il va être financé par une réduction des comptes de résultats des revenus de nos agriculteurs. Ça, c'est folie. Il faut absolument dissocier les deux. Oui, mais c'est un peu le cas aussi. Si vous voulez, lorsqu'on a vu là, il y a quand même il y a une course au prix bas menée par la grande distribution notamment. Mais si vous voulez, les marchés, les petites épiceries, c'est très bien, mais
tout le monde ne peut pas forcément souffrir ça. Non, mais il faut d'un côté redonner cette valeur à l'alimentation et de l'autre côté, vous savez, ce rapport de force entre la grande distribution, les industriels et les agriculteurs, il faut l'accepter, il faut rentrer dans ce rapport de force. Mais il faut aussi avoir tous en tête, c'est ce qu'on essaye de montrer également à travers ce voyage, c'est ce que moi j'ai appelé cette théorie du mistigris. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très souvent citoyen de bon matin, consommateur passé le quart d'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire, par exemple, je veux des produits qui soient décarbonés, avec plus de protection environnementale. Et qu'est-ce que va faire la grande distribution? Elle reçoit le mistigris d'avoir des produits décarbonés. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se retourner vers l'industriel. Elle va dire, vous, amis industriels, écoutez, moi, je continue à vous acheter que si vous décarbonez. Et qu'est-ce que va faire l'industriel? Il prend son mistigris, il le met sur les épaules de l'agriculteur en lui disant, tu te débrouilles, décarbone-moi ta production. Sinon, ne jette rien. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que les agriculteurs, ils se retrouvent avec des dizaines de mistigris. S'ils pouvaient se faire rémunérer pour ça, pour ces services environnementaux ou autres, il n'y aurait point de problème. Mais quand vous voyez aujourd'hui que l'agriculture biologique, on s'est battu pour avoir de plus en plus de surface biologique. Et aujourd'hui, vous avez sur nos territoires des agriculteurs qui se déconventionnent parce qu'ils ne trouvent pas... Julien de Normandie, juste un point, il nous reste moins d'une minute, largement moins d'une minute. Vous dites apporter ce que nous interdisons de produire. Juste, vous parlez du Brésil, c'est très intéressant, du Brésil, de l'Ukraine. On voit, là, il y a encore un conflit à la frontière ukraino-polonaise. Sur le blé, comment fait-on pour interdire du blé venant d'Ukraine, sachant qu'en même temps, il faut soutenir l'Ukraine? Je prends cet exemple-là. Alors, sur l'Ukraine, je pense que tout le monde comprend que c'est un cas singulier et on voit bien le chemin qu'il faut faire à la fois pour être solidaire, mais également pour ne pas impacter autant que faire se peut nos productions. Mais de manière plus générale, moi j'ai un principe assez simple, ce que nous n'avons pas le droit de produire chez nous, nous ne pouvons accepter de l'importer. Sinon, ça décourage absolument tout le monde. Et c'est vrai que dans ce livre, on va des plaines d'Eure-et-Loire jusqu'en Ukraine, pour finir en Égypte, où on voit le rôle et l'importance de ces productions de nos territoires. C'est l'exemple que vous racontez sur le Brésil, c'est ce qu'il y a de pire. Et donc, il faut avoir le courage de mettre en place ces clauses miroirs. Oui, c'est ça, ces fameuses clauses miroirs, et en même temps, négocier en même temps le Mercosur. Merci beaucoup, Julien de Normandie. Merci on a pu évidemment continuer, mais de toute manière, on va continuer à parler d'agriculture. Comme vous dites, il faut absolument délivrer d'ici le 24 février. Nourrir sans dévasser avec Éric Orsena, et c'est publié chez Flammarion.